Le bilan dressé par le procureur du Faso fait état de 33 morts, dont 3 terroristes et 71 blessés. Notre invité est le capitaine Guy Hervé Yé, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, monsieur Sayan. Alors, les attaques ont débuté ce jour-là aux environs de 19h30. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites à l'endroit des forces de défense et de sécurité au regard du retard pris par ces forces-là pour arriver sur le terrain. À quelle heure concrètement vous êtes arrivé sur le terrain? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier toute votre équipe de la rédaction, la RTB, pour cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer sur vos antennes. Je m'en voudrais également de ne pas saluer le courage, la ténacité et l'esprit de responsabilité dont ont fait montre les femmes et hommes de médias ce jour-là lors de ces moments tragiques. Pour répondre à votre question, je voudrais vous brosser rapidement le contexte dans lequel on était déjà ce soir du 15 janvier. D'abord, plus tôt dans la journée ce 15 janvier, un convoi de gendarmes et d'autorités préfectorales essuyait une attaque violente où nous avons déploré des pertes en vie humaine dans le secteur de Tinabao à Tinakov. Nous avons perdu 2 personnes, un gendarme et un civil, et 2 autres blessés ont été évacués par la suite à Ouagadougou. Les forces, d'une manière générale, étaient déjà dans la gestion de cette crise au moment où l'attaque du 15 janvier sur l'avenue Kwame Nkrumah s'est déclenchée. Ensuite, depuis quelque temps, il faut le souligner, nous faisons face à un certain nombre de fausses alertes. En effet, il est fréquent que les forces de sécurité, d'une manière générale, reçoivent des alertes faisant cas de certains tirs dans certaines villes, dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. On dira par exemple, oui, ils tirent, j'entends des tirs à Karpala, oui, j'entends des tirs au niveau de Gungan, etc., etc. Donc ces genres de choses-là, ça peut peut-être expliquer en partie déjà le fait que l'alerte a été déclenchée assez tard. On a mis du temps à se rendre compte qu'effectivement il y avait quelque chose qui se passait sur Kwame Nkrumah. Bien sûr, cela n'excuse pas ce retard qui a pu être constaté. Et ce qu'on peut dire, c'est que autour de 20 heures déjà, les premiers policiers et gendarmes en civil étaient déjà dans la zone du Cappuccino d'Hôtel Splendide. Ensuite, les brigades anticriminalité, les éléments du commissariat central de Ouagadougou, l'escadron de sécurité et d'intervention de la gendarmerie, le 33e escadron de gendarmerie mobile, la compagnie de gendarmerie de Kadiogo avaient bouclé le périmètre d'abord immédiat et ensuite lointain autour de la zone de Cappuccino l'Hôtel Splendide. Donc c'est qu'à ce niveau, il faut forcément au reçu du renseignement, il est important de vérifier d'abord. Et la mesure conservatoire qu'il faut prendre, c'est une fois que les unités sont arrivées sur les premiers éléments des forces de sécurité sont arrivés sur le terrain, c'est de faire un bouclage pour permettre à ce que de contenir les dégâts déjà à ce niveau-là. Il faut déjà souligner, malheureusement, vu la violence de l'attaque, les morts, la majorité des morts, sinon la quasi-totalité des morts a été enregistrée au moment des premiers tirs, c'est-à-dire lorsque les terroristes sont arrivés au restaurant Cappuccino, ils se sont mis à tirer d'abord sur la terrasse et ensuite à l'intérieur du restaurant. Il y a certaines informations qui font état du fait que c'est soit l'armée française d'abord qui est arrivée, même avant les forces de défense et de sécurité du Burkina. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, ce n'est pas vrai parce que il y avait beaucoup d'observateurs qui étaient sur place. Les forces de sécurité burkinabé étaient présentes bel et bien autour de 20h, 20h15, 20h30. Les unités que je viens de citer avaient déjà réussi à boucler le périmètre lointain et immédiat autour de 20h15. Et je peux dire que déjà autour de 20h30, on avait déjà un grand lot de personnes qui étaient là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les unités d'intervention n'interviennent pas immédiatement. Ça veut dire une fois l'alerte est déclenchée, il est important pour qu'elle fasse un travail de précision, qu'elle récolte un certain nombre de renseignements sur le terrain, de renseignements sur les cibles, savoir
quelle est l'attitude, le volume de la menace sur Kwame Nkrumah. Et donc, ça va prendre du temps parce que si vous ne faites pas ce renseignement-là de façon précise très tôt, vous allez vous mettre des vies en danger et au niveau éventuellement des populations civiles. Sans compter que lorsque ces genres de personnes, de forces aînées, de terroristes voient les forces de sécurité arriver, cela peut fonctionner comme une sorte d'excitant et les amener à commettre un certain nombre d'exactions sur les civils. D'accord. Alors, de façon concrète, comment vous avez mené l'assaut ces jours-là? Oui, les unités, l'assaut, je peux dire que ce qu'on peut dire déjà, c'est que autour de 22 heures, les premières équipes ont essuyé des tirs, ont eu des champs de tir avec les terroristes autour de 21h45, 21h50. Justement, c'est à ce niveau que 2 gendarmes ont été blessés et malheureusement, un a été amputé hier à la suite de ces blessures-là. Donc 21h50, premier contact avec les unités d'intervention de la gendarmerie nationale et de la police nationale face à ces terroristes. Autour de 22 heures, les éléments de contact de l'unité spéciale de la gendarmerie étaient prêts à donner effectivement l'assaut parce qu'ils avaient réussi à identifier et à situer les 3 djihadistes à l'intérieur du Splendid Hotel. Malheureusement, suite à un certain nombre de renseignements, je vous dis le renseignement est très important à ce niveau, c'est que suite à un certain nombre de renseignements, il a été fait cas de plus de 13 terroristes situés à l'intérieur du Splendid Hotel avec beaucoup d'otages. Si bien que la manœuvre, l'assaut qui était prévu et qui était prêt à être conduit autour de 22 heures a dû être reporté. Suite à cela, c'est après cet instant que les forces françaises, le premier élément des forces françaises a pris contact avec nos équipes sur le terrain et la coordination de la manœuvre finale a été menée. Alors, on ne comprend pas très bien la situation parce que les terroristes d'abord ont été localisés à l'intérieur de l'hôtel Splendid, mais finalement ils ont été abattus à Taxi Brousse. Alors comment ils ont pu sortir de l'hôtel pour se retrouver à Taxi Brousse? C'est une des grosses inconnues de ce jour, de ce soir-là. Mais ce qui peut être dit à ce niveau, c'est que comme j'ai dit, les forces se sont concertées autour de 22h30 pour effectivement voir comment mener l'assaut et mûrir le renseignement donné à l'intérieur de l'hôtel. Ce qui était important parce qu'on avait fait cas de plus de 150 personnes dans l'hôtel, un hôtel qui était vaste. Il fallait absolument préciser le renseignement, savoir où étaient les terroristes, qui étaient, ou s'il y avait des explosifs, etc. Donc, à un moment donné, pour attendre le renfort des troupes françaises et même des renforts au niveau du Burkina Faso, des troupes burkinabées, il a été donné, l'assaut a été prévu pour se dérouler autour de minuit 30. Mais suite à un renseignement à l'intérieur du Cappuccino, on s'est rendu compte que le feu consumait l'intérieur de l'hôtel, de restaurant Cappuccino, et si on n'intervenait pas rapidement, on risquait de mettre en danger la vie d'éventuels survivants à l'arrière de Cappuccino et dans les bâtiments, même au-dessus au niveau du premier étage de ce bâtiment-là. Il a été décidé donc au niveau de la partie burkinabé de mener une manœuvre combinée entre les blindés de l'unité spéciale de la gendarmerie et les véhicules d'incendie de sapeurs-pompiers. Les véhicules blindés étaient censés fonctionner comme tampons aux djihadistes qui étaient toujours situés au niveau de l'hôtel Splendid. Donc, c'est cette manœuvre qui a permis d'éteindre d'abord le feu au niveau du Cappuccino. Ça s'est terminé autour de minuit et quart. On a pu évacuer aussi certains blessés autour du Cappuccino et au niveau les bâtiments en bas de Palm Beach Hotel. La manœuvre concrètement a démarré autour de minuit 30 avec les forces françaises arrivées en renfort et les différentes unités spéciales de la gendarmerie nationale et l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Ce qui peut expliquer que les terroristes se sont retrouvés en temps au niveau du Cappuccino. D'abord, il y a eu un problème de renseignement. Pendant longtemps, les terroristes ont été signalés au niveau de Splendid par les otages qui étaient à l'intérieur. Ensuite, il s'est trouvé que lorsque le feu était éteint et que les troupes, c'est ceux qui avaient conduit cette manœuvre étaient en train de se retirer, on s'est rendu compte que un feu a été déclenché à l'avant du Splendid Hotel, créant un nuage de fumée.
Donc nous pensons que c'est à ce moment précis que les terroristes ont pu quitter le Splendid Hotel pour rejoindre Cappuccino. Et comme tous les otages, tous les rescapés à l'intérieur de l'hôtel Splendid étaient plus ou moins cachés dans les chambres, personne n'a pu donner ce renseignement-là. Donc l'assaut a été donné. Et l'assaut consistait effectivement à faire éruption dans l'hôtel Splendid et de fouiller tous les compartiments de l'hôtel du bas vers le haut et ensuite du haut vers le bas lorsqu'on s'est rendu compte que on avait libéré tous les otages, qu'on avait fouillé toutes les pièces et qu'on n'avait pas trouvé de terroristes. Alors, des questions autour du temps mis donc pour abattre les terroristes, les gens se disent ils n'étaient que 3, mais pourquoi de 20 heures? Comme vous l'avez dit, dès l'arrivée donc des premières unités sur le terrain jusqu'au matin, le lendemain à 6 heures, 7 heures, que finalement les terroristes ont été abattus. Pourquoi tout ce temps pour arriver à vos fins? Parce que la manœuvre amène à situer des priorités. À un moment donné, la priorité était de faire en sorte qu'on puisse sortir la centaine d'otages du Splendid sains et saufs. À ce moment précis, on se focalise sur les otages, éventuellement en étant prêt à réagir si on tombe sur des éventuels terroristes. Donc ça fait que les pièces, c'est plus d'une centaine de pièces à fouiller. L'hôtel Splendid est assez vaste, donc plus d'une centaine d'étages à fouiller avec un personnel qui doit prendre un certain nombre de précautions pour éventuellement éviter qu'il y ait des objets, des explosifs, etc. Ce qui a fait que cette libération même des otages a pris fin autour de 5 heures du matin, où à ce moment, on focalise tout sur les otages, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes parmi les otages. C'est ce qui a été fait et nous avons réussi à le faire. Les unités engagées sur le terrain ont réussi à le faire effectivement autour de 5 heures du matin. Lorsque cela a pris fin, lorsqu'on a vu tout ce monde a été mis en sûreté, les gens se sont organisés maintenant, les unités d'intervention se sont organisées à ce moment maintenant pour intervenir au niveau des terroristes qui avaient été maintenant identifiés, situés clairement au niveau du taxi brousse. Ils se sont organisés et ce qui peut être dit à ce niveau, c'est que on a eu une colonne d'assaut constituée des unités des forces spéciales françaises, de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale qui sont passés par l'avant en abordant côté Bank of Africa pour arriver au Cappuccino. À ce moment, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale était du côté de Yibi, en mesure d'appuyer éventuellement pour que cette avancée ne soit pas perturbée par ces gens. En même temps, on avait des éléments, une équipe de l'unité spéciale de la gendarmerie qui était située sur un véhicule blindé qui a dû faire une approche vers le taxi brousse pour permettre à ce que la colonne puisse effectivement avancer. Donc c'est cette colonne, c'est cet élément de contact situé sur le bastion, sur le véhicule blindé qui a permis autour de 6 heures, 7 heures d'abattre les 3 djihadistes. Oui, la question se pose donc, ça donne en même temps une réponse. Qui a concrètement abattu les djihadistes ces jours-là? Oui, je pense que la question n'est pas de savoir qui les a abattus. C'est vrai que... Oui, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est les forces françaises, c'est les forces américaines, c'est le Burkinabé. On a envie de savoir. Je pense qu'on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. C'est une manœuvre combinée. C'est vrai que l'élément de l'équipe mitrailleuse de l'unité spéciale de la gendarmerie sur le bastion qui était situé à proximité était bien en position pour abattre effectivement les 3 djihadistes. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle a bénéficié pour le troisième suspect d'une aide de tireurs des forces spéciales françaises. D'accord. Alors, la collaboration avec les populations autour de cette affaire, beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que, bon, comme vous l'avez dit, entre-temps, il y a eu beaucoup d'appels pour signaler les tirs sur Kwame Nkrumah, mais beaucoup de personnes qui ont rappelé aussi ont dit qu'on leur demandait un certain nombre de renseignements qu'ils ne pouvaient pas fournir et finalement cela les énervait. Comment le fond, en fait, fonctionne, on peut dire, les numéros verts à votre niveau?
Les numéros verts, on a 3 numéros verts au niveau de la sécurité. Il y a le 16 au niveau de la gendarmerie, le 17 au niveau de la police nationale et le 10-10 au niveau du Centre national de veille et d'alerte. Ces numéros verts fonctionnent au niveau de la police. Il y a un service qui reçoit les appels et qui oriente les forces en fonction de lieu où a été passé l'appel. Au niveau de la gendarmerie nationale, lorsque vous appelez le numéro 16, il vous oriente vers le lieu, l'unité de gendarmerie la plus proche de votre lieu d'appel. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais le problème essentiel à ce niveau, c'est que les populations doivent comprendre que lorsqu'on prend la peine d'appeler les services de sécurité pour donner un renseignement, pour déclencher une alerte, il faut être le plus précis possible pour pouvoir permettre à ces services de travailler. Lorsque, par exemple, vous appelez et que vous dites que ça tire au centre-ville, il est difficile dans l'immédiat pour celui qui doit déclencher l'alerte d'envoyer des forces au centre-ville. Le centre-ville est très vaste. Donc, ça fait que lorsque vous prenez cette peine-là, il faut prendre le soin, il faut accepter qu'on vous pose un certain nombre de questions. C'est la réponse à ces questions-là qui va favoriser, qui va aider les forces à être efficaces sur le terrain. D'accord. Alors, ces jours-là également, il y avait beaucoup de journalistes sur le terrain. Alors, la collaboration entre gendarmes, policiers, journalistes n'est pas toujours facile. Alors, comment ça s'est passé ce jour-là avec les hommes de la presse? Je pense que c'est vrai que c'est pas toujours évident entre ces deux professions, mais nous comprenons que chacun a un travail au profit des populations. Les populations ont besoin d'être informées et nos amis de la presse sont là pour ça. En même temps, nous sommes là pour assurer la sécurité des populations. Je pense que ce jour-là, il n'y a pas eu d'incident majeur qui se soit déroulé entre les forces de sécurité et la presse. Parce que c'est vrai que des fois, on dit aux journalistes de ne pas aller dans cette zone, mais c'est pour leur sécurité qu'on leur demande de ne pas franchir telle ligne. On leur demande souvent, parce qu'on voit des éléments qui passent en antenne, et faites attention, ne situez pas telle personne dans tel hôtel parce que ça peut poser un problème. Donc, ce sont ces genres de choses-là qu'on peut peut-être décrire, mais je pense que d'une manière générale, ce jour-là, quand même, les rapports n'ont pas été très conflictuels. Je crois que ça s'est même passé d'une manière générale, sans entrer dans les détails. D'accord. Alors, un appel à lancer donc à la population burkinabé. L'appel, c'est toujours le même. Pour la gestion de ce genre de situation. Oui, c'est vrai que nous sommes... D'une manière générale, personne au Burkina Faso n'est habitué à ce genre de choses. C'est la première attaque de ce genre. Et il faut que on se dise que c'est devenu, ça doit être la traque contre ce genre de situation et doit être dans le quotidien de chacun des Burkinabés. On doit se dire que tous les jours, je peux tomber sur une situation, je peux vous constater un détail, je peux entendre quelque chose, je peux voir quelque chose qui peut être suspect et déclencher l'alerte, appeler les forces de sécurité parce que j'ai vu quelque chose de précis peut permettre de sauver des vies. Donc c'est dire aux gens, il faut que les gens soient très vigilants, il faut observer et il faut être en mesure à chaque fois d'appeler les forces de sécurité et ne pas se décourager lorsqu'on vous demande de préciser les détails parce que il y va de l'efficacité de l'intervention des forces de sécurité sur le terrain. Merci à vous, capitaine Guy Hervé Huillet, directeur de la communication et des relations publiques de la Gendarmerie nationale pour toutes ces informations liées à l'attaque terroriste à Ouagadougou le 15 janvier 2016.